Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Livraison à domicile. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la scène du théâtre de la Louvière grâce à nos partenaires d'Antenne Centre Télévision. Je suis accompagnée de mon collègue Alexis Tomazello, vous connaissez aussi sous le nom d'Alexis B depuis quelques semaines. Il est chargé des projets danse à Centrale. Et nous sommes là aujourd'hui aussi avec Rachid Amenzou, une référence de la culture hip-hop. Rachid, bonjour, bienvenue sur notre beau et grand plateau de Centrale. Bonjour Alexia, bonjour Alexis. Bonjour Rachid. On est très content que tu sois là avec nous. Alors on va commencer, si tu veux bien, par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens Voilà, présentation en bonne et D'accord. due forme. Donc moi c'est Rachid Amenzou. Donc à l'époque on m'appelait Rachid de Bayeul. Du coup je viens de Bayeul. J'ai commencé dans les années 90-91. Du coup ça fait une petite trentaine d'années que je danse. Et accessoirement je suis devenu auteur grâce au livre Zoom quoi. Oui, on peut dire que tu es un homme aux multiples talents, tu es danseur, auteur. Tu détiens aussi un titre très particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça c'était il y a 20 ans, bientôt 21 ans. J'ai effectué 50 tours en une minute sur la tête. C'était le fameux record de Headspin qui en 99 était de 28 tours quoi. Il a été battu depuis? Bon, en 2001, Benny Kimoto a fait 62 et maintenant ils ont dépassé les 150 tours. Donc ouais, ils sont très très forts maintenant, quoi. Alors donc tu écris, tu danses évidemment, tu transmets beaucoup aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'en plus de tes talents, enfin donc t'es prof et donc c'est une de tes passions de transmettre aux autres? Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la danse, c'était par passion et je voulais faire que ça, je voulais enfin, vivre de ma passion. Et pour pouvoir en vivre, c'était pas seulement être sur scène et avoir un statut intermittent, comme on dit en France, quoi. Il fallait aussi transmettre et il n'y avait pas de professeur de danse hip-hop, quoi. Du coup, j'ai commencé à transmettre dans ma ville et puis les villes alentours. Et c'est comme ça que j'ai développé un peu dans la région Nord-Pas-de-Calais les cours de danse hip-hop, quoi. Et à part la danse, est-ce que tu aurais d'autres passions, même peut-être inavouables, dont tu veux nous parler aujourd'hui? Maintenant, j'aime beaucoup écrire. C'est-à-dire que j'ai commencé aussi à la fin des années 90 avec le rap. Et j'adorais écrire j'étais friand des procédés stylistiques. Voilà, mais j'ai mis de côté parce que j'ai choisi vraiment la danse. Et là, j'ai repris goût avec le livre. Du coup, je continue à écrire. Et j'aime aussi beaucoup tous les autres styles de danse et surtout le mime et les claquettes, quoi. Aussi. Super. Rachid, tu as sorti un livre ici dernièrement, donc Zoom, qui ressasse un petit peu la culture hip-hop avec toutes les disciplines, on y reviendra. Mais justement, avant ce livre, d'où est venue la danse? Comment elle a commencé? Elle est venue à toi, la danse? Alors là, c'est une longue histoire, là. C'est-à-dire que il y avait des effets de mode dans les quartiers. Et donc, on regardait les clips à la télé. Il y avait MC Hammer qui faisait des Running Man. Et on voulait bouger sur ces sons. Et il y a un groupe belge. Nous, à l'époque, on écoutait BRC. Mais c'était du rap qui n'était pas vraiment très connu, mais qui était assez engagé, etc. Et il y a eu j'avais 10-11 ans. Et j'ai entendu pour la première fois Benebi. Donc, c'était un rap assez commercial. Et j'ai vu Daddy K faire enfin Coupole, et ensuite Thomas dans une autre vidéo. Et là, je suis tombé entre guillemets amoureux du break, mais on n'avait pas de prof, pas internet, rien du tout. Du coup, on ne savait pas comment apprendre les mouvements. Du coup, on imitait, on faisait des faux départs, qu'on appelait ça en demi-américain, etc. Et un an après, j'ai vu Michael Jackson faire le fameux backslide et pas moonwalk. Et là, je suis tombé amoureux de la danse, quoi. Ce qui fait que j'ai commencé à imiter Jackson sans savoir que c'était du hip-hop et enfin du pop-in, quoi. Et quelques années plus tard, j'ai vu enfin un Lillois qui s'appelle Farido qui est venu. On partageait une scène ensemble où je faisais une démonstration de Michael Jackson et puis et je l'ai vu faire Thomas Coupole devant moi. Et là, je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais faire et il m'a donné quelques clés, le tracks, etc. Je me suis entraîné avec les cassettes VHS parce qu'on essaie de repérer dans les films comme dans Karate Tiger. Il y avait un breaker qui s'appelait RJ qui faisait des trucs et du coup on mettait pause, play pour essayer d'apprendre les mouvements. Et c'est comme ça que la danse elle est venue à moi, quoi. Super. Ici, ce fameux livre, il est très bien fait parce que forcément, il y a décrit, c'est un livre dedans avec toutes les disciplines, mais il y a aussi des QR codes. Il est ludique. Finalement, pourquoi avoir écrit un livre
sur la Donc, danse hip-hop? pour en revenir justement à mon parcours, c'est-à-dire que nous, on fait partie d'une génération d'autodidactes, c'est-à-dire qu'on a appris par nous-mêmes. Quand on avait une cassette qui venait des États-Unis, on était tout fou. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a été sollicité pour transmettre dans les quartiers. Si on voulait une salle, et ben, il fallait transmettre dans la MJC du coin aux jeunes, faire des ateliers comme ça, bénévolement. Et en contrepartie, on pouvait s'entraîner. Et donc les cours sont développés. Et j'étais assez friand moi de l'histoire. Je voulais savoir qui a inventé le moonwalk, qui a inventé la coupole, qui a inventé le headspin. Et c'est là qu'après je me suis rendu compte que en fait c'était pas les termes, que le moonwalk en réalité c'était le backslide, que Michael Jackson ne l'avait pas inventé, mais qu'on a des archives de Bill Bailey qui l'a fait en 1943 par exemple dans Cabin in the Sky. Euh, la coupole pareil, c'était pas en demi-écart qu'il fallait partir, etc. Et l'idée d'écrire le livre, c'est que en fait, je pars chaque année aux États-Unis avec un groupe d'élèves pour leur montrer aux sources de la culture hip-hop. Et je me suis rendu compte que même là-bas, il n'y a pas un travail de fond qui est fait pour transmettre l'histoire des danses urbaines et a fortiori la terminologie des pas, quoi. Du coup, On j'ai peut dire écrit. qu'il y avait une envie de consigner alors quelque part, de noter noir sur blanc tout ce que tu as appris pour le transmettre. Parce que donc si je comprends bien, la culture hip-hop, c'est surtout quelque chose qui se transmet de manière orale. Exactement. Et du coup, peut-être qu'il y a aussi des formations ou des appropriations de certaines figures, concepts. Enfin voilà, moi je suis pas danseuse, Voilà, mais donc c'est comme ça se transmet de bouche à oreille. Il y a de plus en plus d'erreurs, quoi. Et quand j'assistais à des cours, que je regardais que les professeurs, entre guillemets, usaient d'onomatopées ou de noms, de néologismes qui n'avaient rien à voir avec les vrais termes. Je me suis dit, non, les gars, en fait, dans le locking, il y a une histoire, il y a des termes. Dans le pop-in, pareil. Dans la house, pareil. Dans le break aussi. Et du coup, il y en a très peu, en fait, qui étaient à fond dans la culture, dans l'histoire et dans les steps. C'est-à-dire qu'on s'envoyait, nous, des listes. Je me rappelle avec un pote de Montpellier, James, on s'envoyait le listing. Et ben, en fait, c'est ça c'est le scuba, le scrabbit, c'est ça, etc. Tous les termes, quoi. Et puis après, quand Storm venait ou même Junior Almeida, je montrais les steps et puis montrais ce que c'était, des fois, et corriger. Après, par la suite, j'ai envoyé à Scooby-Doo, enfin, un des premiers lockers, etc., quoi. Comment tu as fait justement pour, par rapport à toutes ces disciplines, à trouver les personnes adéquates qui correspondaient vraiment à cette base, à la source de l'histoire même? Est-ce que tu as eu facile justement pour trouver chaque En personne? fait, c'est ça où c'était pas forcément le parcours du combattant. Pour le break, c'était relativement simple. En fait, j'ai eu la chance, comme je te disais, je partais chaque année à New York. Du coup, j'ai beaucoup parlé avec Mr. Freeze. Je lui posais des questions. Il envoyait directement la question à Track 2, voilà, qui lui répondait. Donc, j'avais des sources comme ça. Il y a Storm qui m'a appris énormément de choses. Voilà, donc, j'ai envoyé à tous les pionniers, en fait, que ce soit Doc Campbell, paix à son âme, Chabadou, avec qui je parlais encore il y a un mois, donc paix à son âme aussi. Et justement, j'ai un message pour tous les anciens, qu'ils soient français, belges, européens, américains, c'est qu'il faut absolument qu'ils écrivent leur histoire, parce qu'en fait, ils partent avec énormément de témoignages, quoi. Voilà, donc l'histoire, en fait, faut absolument qu'ils puissent l'écrire avant qu'elle s'éteigne, quoi. Et est-ce que tous ces gens, parce que tu parles de grands pionniers du hip-hop, alors moi je suis pas du tout une spécialiste, donc il y a des noms qui moi ne m'évoquent rien, à part peut-être d'autres comme Sydney par exemple, qui a écrit dans ton livre. Pourtant, on a tous accès à la culture hip-hop, on la croise à peu près partout. Mais est-ce que donc ça a été facile? Est-ce que sont peut-être plus accessibles que d'autres disciplines artistiques? Tu C'est parles un donc. milieu, je dirais, est-ce que le milieu hip-hop est plus dans la Oui, transmission au niveau de la ou... danse, oui, parce qu'il y a, il y a pas trop de star system. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, ça fait partie de la culture, contrairement au rap. Donc, dans la danse hip-hop, il n'y a pas trop de star system et c'est assez, ils sont assez accessibles, quoi. Mais quand je les ai sollicités, et comme Sydney, en fait, si je lui ai demandé de faire la préface, c'est parce qu'en fait, c'est grâce à lui, entre guillemets, que le hip-hop a explosé en France avec l'émission HIP HOP en 84. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'ai sollicité. Est-ce qu'il y a vraiment, par rapport aux disciplines, etc., tu as dû en quelque sorte arbitrer à un moment donné pour trouver vraiment le juste milieu?
Est-ce qu'il y en a vraiment qui se sont accaparés, qui se disent non, ça c'est nous qui avons inventé, d'autres non, non, finalement c'est nous. Toi, justement, le juste milieu pour écrire dans le livre et avoir la bonne information, Et bah, comment tu as dû ouais. faire? Donc justement, ça c'était vraiment un casse-tête parce que quand des pionniers te disent bah non, ça vient de notre quartier, c'est nous qui avons inventé ce courant, ce style ou ces steps, et qu'après d'autres pionniers qui en plus t'admirent te disent complètement l'inverse, et ben en fait, il faut simplement faire un travail entre guillemets journalistique pour croiser au maximum bah, les sources et puis essayer d'en tirer un maximum de véracité, quoi. Et ça, c'est vrai que on l'a pas avec le locking, parce qu'avec le lock, on sait tous que c'est Don Campbell qui a inventé le fameux lock. Ouais. Voilà, mais pour d'autres danses, que ce soit dans le break, que ce soit même dans le pop, encore maintenant, c'est très 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 contesté entre eux, quoi. Au niveau de l'histoire des premiers Fresno que les Black Messenger appellent le sloat, et que par exemple Don Campbell, pardon, Boogaloo Sam a commencé en 75, alors que les Black Messenger faisaient déjà en 74 une espèce de mouvement qui ressemble à ce qu'on appelle Fresno, et que Randy, un des danseurs, formé justement par John Murphy, appelé de Sloat. Du coup, c'est du strutting, et après, c'est donc l'école du strutting contre l'école du popping, quoi. Mais les strutters étaient là avant, quoi. Ça devient un peu technique là pour moi qui ne suis pas Et là, du les tout. poppers, ils doivent comprendre. Dédicace. Pour tous ceux qui ne sont pas ni lockers ni poppers comme moi et qui nous écoutent quand même aujourd'hui, est-ce que tu peux nous détailler un peu, nous retracer brièvement l'histoire de ces mouvements? Parce que voilà, je ne suis pas une grande spécialiste, mais je pense encore une fois, ce sont des images qui sont dans l'inconscient collectif, parce que dans les clips, etc., dans la culture de la télévision, on en voit beaucoup. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples très connus ou en tout cas des mouvements ou Oh oui, des oui, gens c'est très simple. En fait, j'aime faire cette analogie avec l'arbre, c'est-à-dire que j'explique que le hip-hop, c'est une culture en fait, et c'est donc, imaginez que ce soit un arbre en haut duquel il y a 4 ou 5 branches. Nous, on dit 4, les Américains on dit 5. Donc il y a excusez-moi, il y a la danse, il y a le graphe, il y a le rap, il y a le DJing. Et la danse, en fait, elle se ramifie en plusieurs autres branches. On va dire les danses fondamentales ou old school, qui sont le pop, le lock et le break. Il y a la house dance et il y a le hip-hop freestyle. Après, il y a des danses qui gravitent autour et qui ont évolué parallèlement à la culture hip-hop. C'est le walking et le voguing et le crump qui est venu un peu plus tard, quoi. Du coup, dans le pop, par exemple, si je parle de pop-in, bah, c'est ce que Michael Jackson adorait en fait comme style, avec sont les contractions musculaires en fait. C'est ni plus ni moins une technique qui consiste à contracter les muscles. Voilà, donc les moonwalks, les slides, la robotique à la Robert Schill, etc. Ça, c'est le côté pop. Le locking, c'est encore un autre style. Euh, Vraiment une danse de club en fait, avec les funky chicken. Ça, je re-rentrer dans la technique, quoi. ce qu'on pouvait voir dans les Soul Train, par exemple. Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Après, le break, bah, ce sera une discipline aux Jeux Olympiques en 2024. Donc tout le monde sait ce que c'est que le break. Donc voilà, après les autres danses, faut lire le livre. Et ça, par exemple, le fait que le break soit aux Jeux Olympiques, toi, tu le vois comme une reconnaissance, comme voilà, c'est un pas de plus pour la danse hip-hop. Enfin, comment tu vois ça aujourd'hui? On donne cette place au break comme une Bon, discipline en fait, sportive. moi je le vois exactement comme quand l'émission HIP HOP est passée sur TF1. Donc Sindé a appelé Africa Mbata, il lui a dit que voilà, TF1 c'était une très très grosse machine qui comptait faire une émission. Et donc qu'est-ce qu'il en pensait? Et puis Africa a répondu à Sydney, mais non, mais vas-y, fonce. Nous, aux États-Unis, on n'a aucune émission pour le hip-hop. Certes, il y a Soul Train, mais c'était pas la culture hip-hop, quoi. Et en fait, je pense que, après, même si, sans parler de sport ou de danse, parce que les Jeux Olympiques, c'est le sport, je pense que ça va faire apporter qu'un plus, quoi. Parce que c'est de l'énergie positive, même si il y a le côté artistique, le côté art, le côté danse, voilà, qui doit rester, quoi. Ici, parce qu'on parlait un peu de technique, ou pour les danseurs, ils s'y retrouvent, pour d'autres, un peu moins. Mais au niveau, justement, je trouvais ça intéressant de revenir sur le backslide et le moonwalk. Est-ce que tu sais finalement nous montrer peut-être la différence entre les deux? Ouais, Nous ouais, expliquer bien sûr. ça, parce que je sais que Michael Jackson a popularisé ce pas. Ouais. Mais Ok, je vais me lever du coup. Alors en fait, c'est simple. À la base, avant même les slides, il y avait
des mimes comme Etienne Decroux, etc., qui faisaient ce qu'on appelle des airwalks. Et c'était ça, en fait. Ça, c'est un airwalk. Ensuite, il y a donc le vrai moonwalk. Moon, ça veut dire donc lune et walk, marcher. C'est un effet d'apesanteur. Donc on part, et ça, à la base, c'est un moonwalk. Sur place, c'est un front slide. Sur le côté, c'est des side slides. En arrière, c'est un backslide. Voilà. Donc c'est... Ok. C'est super intéressant parce que je pense que déjà le backslide, tout le monde l'appelle moonwalk en fait. En fin de compte, on confond souvent les deux. Mais ça, c'est à cause et enfin, grâce à Michael Jackson. C'est-à-dire que quand Jackson, c'est un artiste, c'est un poète, et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli de dire moonwalk, ça fait rêver. Qui n'a pas rêvé d'aller sur la Lune, surtout Jackson, quoi, que de dire backslide, quoi. Merci Rachid. Est-ce que tu parles de rêve justement? Est-ce que à l'époque, quand le hip-hop était au tout début, est-ce que c'était vraiment quelque chose c'était quoi tes ambitions à ce moment-là quand tu étais tout jeune et que tu as commencé? Parce que ça a été un peu, enfin ça a été un moment révolutionnaire quoi. On a vu débarquer ça des États-Unis et je pense que tout le monde s'est un peu dit waouh, je veux faire ça, je veux y aller. Ouais, exactement. Mais le pire, c'est que moi, je fais partie de la deuxième ou troisième génération. C'est-à-dire que j'ai découvert ça au début des années 90, pas dans les années 80 où il y a eu HIP, etc. Mais quand j'ai commencé à maîtriser des mouvements, en fait, j'ai eu le virus. C'est ce qu'on disait sans mauvais jeu de mots, quoi. Et je me suis entraîné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on pensait qu'à danser du matin au soir, quoi, même pendant la récré. Et c'est, pour parler de rêve, c'est quand je suis arrivé en troisième, où il fallait remplir les fameux vœux. Et du coup, j'avais rempli donc le papier en écrivant danse, premier vœu, danse, deuxième vœu, danse, troisième vœu. Et mon prof, monsieur Klenwerk, mon prof principal de l'époque, m'a dit non, mais Rachid, t'as pas compris, t'as pas très bien rempli ta feuille. Et je dis non, mais monsieur, moi je veux faire que de la danse. Et c'est vrai que c'était de la danse de rue, parce qu'on disait pas encore hip-hop, c'était pas encore réputé comme maintenant. Et il m'a dit mais ça n'existe pas un BEP danse. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris 2 claques. C'est que la première, il me mettait dans la catégorie BEP, alors qu'il avait raison, parce que j'avais que 9,8 de moyenne, parce que je pensais qu'à m'entraîner et pas faire mes devoirs. Et la deuxième, c'est que j'ai pris conscience que c'était pas possible de vivre de ma passion. J'étais en troisième. Du coup, mon rêve était... enfin, voilà, j'étais très, très, très triste, très dégoûté, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est simple, c'est pas grave, je vais essayer d'être dans l'élite. Je vais m'entraîner tous les jours, 2, 3, 4 heures par jour, et puis ça, en atteignant un certain niveau, en passant des castings, ça devrait le faire. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2, 3 ans, où je me suis entraîné vraiment pratiquement jour et nuit, quoi. Et en 97, j'ai été invité chez Vincent Lagaffe. Enfin, j'étais invité. En réalité, j'ai vu qu'il cherchait des talents un peu atypiques. Et il y avait l'adresse. Du coup, j'ai envoyé un courrier où je dis bah voilà, je m'appelle Rachid Amenzou, j'étais là, je me déshabille en tombant sur la tête. Et du coup, en passant chez Lagaffe, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Insta, Facebook, Internet, il n'y avait pas ça du tout. Ce qui fait que quand je suis passé chez Lagaffe un samedi soir à 20h50, bah, il y avait pratiquement toute la France devant, Ouais. quoi. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres déterminantes dans ton parcours, enfin, qui ont fait que tu as ce parcours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont rencontré, qui t'ont donné un coup de pouce et qui t'ont inspiré Bah, en fait, il y a Storm, donc je le remercierai jamais assez, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de super, super gentil, humain, disponible. Il donnait les termes. Et je parlais dans le livre que nous, on n'a pas de diplôme d'État, contrairement au classique, jazz, etc., mais qu'on a un diplôme d'état d'esprit. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui, naturellement, en fait, vont partager, donc c'est leur état d'esprit, et d'autres qui vont garder pour eux. Et Storm, en fait, il nous donnait tous les termes, l'histoire, etc. Et puis, 1 an et demi après, ou 2 ans, j'ai rencontré Popin Taco, donc le chorégraphe de Michael Jackson, quoi. Et lui, pareil, super gentil, disponible, et surtout accessible, quoi. Parce qu'il était devant nous, attends, pendant 18 ans, il était avec Michael Jackson, et moi, j'ai commencé grâce à Michael Jackson. C'est-à-dire que j'ai continué plutôt, c'est lui qui m'a passé le virus. Justement, tu fais partie d'une génération d'autodidactes, tu l'as bien dit, où justement tu as dû voyager, mais aussi tu étais curieux de à chaque fois aller vers les... Aujourd'hui, tu penses pour la nouvelle génération, comment ça se passe dans l'état d'esprit de beaucoup d'élèves?
Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils ils sont dans les mêmes conditions? Maintenant, je pense que c'est vraiment, vraiment différent. Parce que quand on allait à New York et que en phase 2, ils avaient les pionniers, en fait, ceux qui ont inventé les différents styles, même que ce soit même dans le rap, hein, comme Grandmaster Case ou bien African Bata qu'ils ont pu rencontrer et poser des questions. Bah, j'ai vu qu'en fait, c'était pas le même enthousiasme que nous à l'époque, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est la génération 2.0, la génération Internet qui fait que en fait, tout est à portée de clic. Du coup, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, ou plutôt qu'ils avaient. Mais ce que je leur disais, je disais que ils avaient 60 ans, les gars, peut-être même bientôt 70 pour certains, et qu'un jour, ils ne seraient plus là, et qu'ils devaient justement en profiter pour leur poser plein de questions, suivre soit des cours, ou soit des stages. Voilà, mais du coup, c'est plus pareil, quoi. Je vais peut-être intervenir avec les questions des gens qui nous regardent en direct, Avec puisque c'est le plaisir. but aussi. Moi, je suis censée être leur porte-parole. Et donc, la première question, dans ton parcours, tu pratiques le popping, le break, les claquettes, le mime, l'écriture, les passages télé, les workshops, les voyages aux États-Unis, et j'en passe et des meilleurs. Effectivement, je crois que tu ne t'arrêtes jamais. Et donc, la question est, après tout ce parcours complet, que te manque-t-il? Quels sont tes projets à venir? Bon, en fait, j'ai un très gros projet avec mon petit frère Steve de Souza. D'ailleurs, allez voir son travail, il déchire. Donc, Steve de Souza Pro. Et donc, j'ai un projet avec lui, et là, il s'est mis à fond dans la vidéo. Donc, je pense que d'ici quelques années, il y a un beau petit truc. Je ne peux pas trop en parler, c'est pour ça. Donc, ça, c'est un des gros projets. Mais sinon, c'est remonter sur scène, et notamment avec mon petit frère pour danser tout simplement et taper. Parce que j'adore les claquettes et la danse en général, le mouvement. Parce que pour revenir justement avec la nouvelle génération, et aujourd'hui, dans les écoles de danse, souvent bah, les salles sont chauffées, il y a une super bonne sono. Enfin voilà, il y a vraiment du confort. Parfois même, pour apprendre la danse, pour certains, c'est important d'avoir tout ça. Comment tu faisais avant pour t'entraîner? Alors ça, j'en parle dans le livre, c'est le chapitre 15, c'est les lieux d'entraînement. Et j'ai dit que en fait, je souris tristement quand je vois que des b-boys ou des danseurs ne veulent pas s'entraîner dans telle ou telle salle parce qu'en fait, ils disent que le revêtement est pourri, voilà. Alors que nous, en fait, on devait faire les magasins de l'époque, c'est Intermarché, etc., pour les choper des cartons, les scotcher entre eux, pour faire les coupoles, pour pas avoir trop de bleu. Et sinon, on dansait dès qu'on trouvait vous voyez, des surfaces avec des espèces de reflets qui nous servaient de miroir, on s'entraînait dehors, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelait danse de rue. Et quand on a eu les premières salles, bah là on était les plus fous, quoi. Alors que notre salle, je me rappelle que le sol c'était que du béton lisse, voilà, pas de miroir, mais on avait l'électricité gratuite, on ne devait pas aller acheter des piles, voilà, pour avoir la musique. Ou on allait à Roubaix 2000 ou à l'époque, ou à Auchan, Béthune pour voir aussi d'autres danseurs qui étaient très 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 chauds, quoi. Voilà. Donc on n'avait pas de salle et maintenant en fait bah, ils ont du plancher suspendu, des miroirs et tout, mais tant mieux parce que c'est tout ce qu'on a fait, c'est le travail et heureusement qu'on en arrive là, quoi. Est-ce que au début de l'interview, donc tu parles d'un diplôme d'état d'esprit. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet état d'esprit de la danse hip-hop et est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Parce que là, tu parles quand même beaucoup de débrouillardise et qu'aujourd'hui, on est dans jeunes danseurs ont des meilleures Mm. conditions. Mais est-ce que l'état d'esprit, malgré tout, est toujours là, est toujours le même? Ouais, mais les esprits encore c'est différent que la débrouillardise, c'est-à-dire que il y a vraiment, j'ai l'impression, deux écoles. Il y a entre guillemets ceux qui sont un peu trop soit égocentrés ou égoïstes, et il y a ceux qui sont plus dans le partage. Mais il y a quand même une majorité qui est dans le partage. Et c'est plus par rapport à ça l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'état d'esprit qu'on soit dans le partage, l'état d'esprit où on est entre guillemets des guerriers, de l'entraînement, des acharnés. Voilà, c'est plus par rapport à ça, quoi. Et toi, justement, tu es beaucoup dans la transmission, dans le partage, mais est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui n'avaient pas du tout envie de ça, même peut-être quand tu as écrit ton livre? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient vraiment, qui se sont dit non, moi je veux pas en parler, c'est chasse gardée, je dévoilerai pas mes secrets Ah oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que. Ah, si, si, c'est très connu hein, dans le hip-hop.
Par exemple, nous, étant donné qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas de, de réseaux sociaux, etc. pour les vidéos, à chaque fois que les Américains venaient en France, ils laissaient des cassettes vidéo, voilà, leurs fameuses VHS. Et on savait très bien qui avait réussi à avoir les cassettes. Du coup, ils se faisaient harceler pour. Et il y en a qui prêtaient, voilà, ou on allait chez eux justement à Roubaix pour les dupliquer. Et il y en a qui ne voulaient pas du tout prêter. Du coup, en fait, je pense que c'était plus euh, pour avoir de l'avance, parce que c'était une petite concurrence gardée. Vous voyez, donc, pour avoir les mouvements avant, s'entraîner, etc., avoir le niveau avant, et puis après, quand ils ont le niveau, ils prêtent la cassette. Mais en même temps, c'est vrai que à force de regarder la cassette aller 100 fois par jour, après la bande a commencé à trembler et tout. Ouais. Pour se mettre aussi et maintenant à la place du public et ceux qui nous regardent, qui ont la chance de nous regarder ici sur ce live de la page centrale, je vais revenir ici sur les danses. Tu parlais des disciplines, le locking, le popping, le break. Si on s'attarde sur le locking, tu parles de deux styles différents, le funky robot et l'automate robot. Ah oui, c'est ce qu'en fait, euh, dans Funky Robot, d'ailleurs, parce qu'en fait, le robot, c'est associé au pop-in. Et du coup, ça pouvait paraître paradoxal. C'est-à-dire que la robotique, en fait, c'est les contractions, et puis alors Robert Shield, c'est les mouvements. Et il y avait le Funky Robot, et le Funky Robot, il est dans le locking. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on pourrait penser que non, en fait, le Funky Robot, c'est dans le pop-in, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une espèce de Funky Robot. Ils ont inventé plein de danses de club, mais qui étaient casées sur le son, et pas dans l'imitation de la robotique comme Robert Schild faisait. C'était du mime, en fait, que faisait Robert Schild. C'était plus l'imitation parfaite de la mécanique. Alors que Funky Robot, c'était vraiment plus pour la danse, et puis il y avait une espèce de côté assez mécanique, quoi. D'accord. Et le breakdance, tu t'en parles et tu parles de sujet, verbe, complément. Je trouve ça joliment dit. Ouais. Tu sais Alors nous ça, en parler? c'est dans ma pédagogie, en fait. C'est-à-dire que quand je donne cours aux plus jeunes, je leur explique qu'en fait, un passage, donc on fait un passage en break, que ce soit en battle, en freestyle, on fait ce qu'on appelle un passage. Du coup, il y a une entrée à faire. Alors soit on rentre en accro, soit on rentre en ce qu'on appelle le rond du b-boy, soit on rentre en dansant. Et quand on rentre en dansant, ou même après qu'on ait fait l'entrée, il faut danser. C'est ce que j'appelle. Donc il y a sujet, verbe, complément. Donc la structure d'une phrase. Et je leur dis une phrase commence par. Ils disent une majuscule et se termine par un point. Du coup, en fait, on se présente, on danse. Après, on descend, on conjugue. On conjugue les passe-passe. Par exemple, des footwork avec un tricks, ou bien même s'ils partent en phase, ils partent en phase. Mais surtout, il faut qu'à la fin, il y ait le point final. Ils terminent bien, hop, point. Parce qu'en fait, je leur expliquais aux débutants, aux jeunes qui commencent, qu'en fait, ils peuvent faire n'importe quel mouvement. Si à la fin, il n'y a pas un point final, et le public ne sait pas quand est-ce qu'il faut applaudir. C'est-à-dire que s'il y a un point, et voilà, le public applaudit. Quoi. Du coup, vu que vous parlez de pédagogie, j'ai justement une question de Fiona qui demande, selon toi, quelle est la bonne marche à suivre pour devenir professeur de danse urbaine? Alors ça, c'est délicat. Je pense que maintenant, il y a énormément... C'est en France ou c'est en Belgique? C'est En pas pareil. Belgique. En Belgique. Ok, donc je connais pas trop le système, comment fonctionne. Parce que je sais pas si vous avez un diplôme d'État aussi en Belgique. Comme en France, on a les diplômes d'État et au conservatoire, on peut les passer, mais On a ça aussi. en contemporain, jazz, classique. Vous avez ça aussi? Contemporain, jazz, classique, Voilà. ça on a. Parce que je pense que pour être professeur de danse, Oui. c'est une des meilleures marches à suivre, c'est d'aller au conservatoire et puis choisir un style de danse qui se rapproche peut-être plus de la danse hip-hop, donc pas le classique, mais le contempo ou, ou le jazz, c'est pas mal. Et pour pouvoir transmettre par la suite. Parce qu'en fait, nous, le statut qu'on utilisait, c'était le statut d'intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'on était en compagnie, voilà, du coup, on donnait ce qu'on appelait les workshops, des stages et des cours, mais le statut, c'était artiste chorégraphique. C'était jamais écrit professeur de danse, quoi. Voilà. Alors, on va continuer peut-être un peu avec les questions des gens qui nous regardent. Charline demande aussi donc, quels sont vos objectifs, vos rêves et votre ambition pour vous et pour la danse hip-hop de manière plus générale.
Et quels conseils vous donneriez à la génération future? Alors, les objectifs, comme je disais, si je fais un flashback et je m'imagine dans les années 2000, en fait, tout simplement créer la compagnie. Voilà, passer de danseur à chorégraphe, parce que j'aime aussi chorégraphier. Voilà, écrire des projets artistiques, et puis mettre en scène, parce que c'est la suite en fait. On est danseur, on donne des cours. À côté, on est professeur. Mais je pense que quand on aime créer, le statut de chorégraphe, c'est parfait pour continuer ou voir terminer, quoi. Et le conseil que je donnerais aux jeunes danseurs, c'est de se nourrir d'un maximum d'informations, de professeurs différents. En fait, il ne faut pas rester avec un prof, même si c'est lui qui vous a tout appris. Moi, mes jeunes, je disais, allez voir un tel, allez voir dans cette ville, allez voir. Et ils vont vous apprendre autre chose et ce sera une autre manière de faire, quoi. Du coup, il Faut faut se rester nourrir un curieux. maximum d'informations et de mouvements et de professeurs différents. Ok. Est-ce que j'avais une question qui m'a échappé? Alexis, vas-y. Oui, ici, par rapport justement au livre, dans le livre, tu précises bien que au début, il y a tout ce chemin où on essaie d'apprendre seul, ou alors si on a la chance d'aller dans des écoles de danse, puis des battles, mais finalement, financièrement, on s'y retrouve pas tellement en faisant que des battles à un moment donné. Ah Il oui, faut, oui. il faut, il faut être autre chose. Est-ce que justement, franchir les portes du milieu culturel, c'est un objectif en soi ou... Mais en fait, c'est assez complexe et ça dépend, parce que ça dépend quel genre de battle. Par exemple, le break, maintenant, on sait que donc avec les Jeux Olympiques, on peut s'en sortir. Mais c'était surtout par rapport à un état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais souvent sollicité pour être jury. Et en 2002, je pense que j'ai eu le déclic. C'est-à-dire que j'étais en train de juger un battle et puis je regardais le danseur et je le trouvais extrêmement fort. Je me dis, je suis en train de juger un danseur qui est beaucoup plus fort que moi. Et du coup, je me suis donné une expérience de pensée. Je me suis dit, donc lui, il va gagner, là, il va gagner. Je pense qu'il va gagner le battle. Et en effet, il a gagné le battle. Et je me suis dit, mais après ça, il va faire quoi? Donc après, il va refaire d'autres battles. Mais après, il va faire quoi, en fait? C'est-à-dire qu'on s'entraîne tellement. Il faut savoir que les b-boys s'entraînent vraiment entre des fois 5-6 heures par jour. Et je trouvais que c'était super ingrat. C'est-à-dire qu'à la fin, à part gagner des battles, la satisfaction personnelle, si on n'a pas un travail à côté, après, il faut manger, comment on remplit le frigo, etc. Et les danseurs, ils restent chez leurs parents jusqu'à 25, 30 ans, mais il y en a qui sont encore chez leurs parents. Et juste parce qu'en fait, c'est la passion qui a pris le dessus et c'était super ingrat avec le break, quoi. À moins de rentrer dans les compagnies, mais encore, quand on rentre dans une compagnie, qu'on est juste b-boy, qu'on est juste un breaker, qu'on n'est pas tiré par la danse debout, par le côté chorégraphique, même par du contempo, et en fait, on a un pion et à un moment donné, on en a marre, quoi. Voilà. Pour- Ici, on va dire tes élèves, ils ont eu la chance du coup de t'avoir et d'entendre ça. Je suppose que c'est pas le cas avec d'autres profs Ah ou... oui, non, mais c'est ce que euh, on n'est pas beaucoup de professeurs qui pensons comme ça, en fait, et qui sont de voir un peu plus loin pour nos jeunes. Mais maintenant, je pense que ça c'est assez répandu où on sait qu'il faut maîtriser la danse debout, il faut maîtriser l'aspect chorégraphique. Mais par contre, faire que du break, attention, c'est super génial de faire que du break. Mais pour en vivre, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Faire des battles et c'est tout, quoi. J'ai une question justement de Clara qui dit, est-ce qu'on peut considérer qu'un jeune qui s'entraîne beaucoup d'heures tous les jours s'entraîne largement trop? J'ai l'impression que c'est non la réponse, mais je te Et laisse ben en parler. fait, je pense faut associer le quantitatif et le qualitatif. C'est-à-dire que quand je m'entraînais, je me disais que j'allais m'entraîner 2 heures par jour pour pouvoir en vivre. Et je me suis dit qu'en fait, tout le monde, tous les passionnés dansent 2 heures par jour. Enfin, tous les passionnés qui veulent en vivre. Du coup, comme j'avais un esprit de compétition, je me suis dit que j'allais m'entraîner 2 fois plus que celui qui s'entraîne 2 fois par jour. Et comme j'avais cet objectif de faire le record du monde, je me suis dit, bah non, en fait, il y a quelqu'un qui pense comme ça. Il y a quelqu'un qui s'entraîne 4 heures par jour. Alors je me suis dit que j'allais m'entraîner 2 fois plus que celui qui pensait comme moi. Sauf que c'était après l'école. Et après l'école, c'est pas possible de s'entraîner 8 heures. Du coup, j'ai toujours fait le maximum, entre 5 et 6 heures par jour pendant les récrés. Mais c'était un autre temps. C'est-à-dire que maintenant, on a tout sur Internet. Si on veut vraiment en vivre, il y a toutes les clés. D'ailleurs, dans le livre, il y a 5 chapitres sur la professionnalisation. Donc,
comment procéder avec les différentes formes juridiques pour pouvoir en vivre. Parce qu'il y a plein de choses qui existent. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une association. Je ne savais, enfin, maintenant, il y a les statuts auto-entrepreneur en France. Il y a énormément de choses pour pouvoir en vivre. D'ailleurs, je le rappelle ici, le livre Zoom de Rachid Amenzou. Rachid, où on peut se procurer ce livre? Bah, un peu partout, mais si vous pouvez le prendre sur mon site, c'est mieux. Donc, zoom sur la danse.com. Donc, zoom sur la danse.com. Ou après, sinon, sur Amazon ou la Fnac, ou en France, les librairies, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions, Alexia? Oui, j'ai encore une question. Alors d'abord, j'ai une remarque, une appréciation qui dit: j'adore cette comparaison avec la grammaire, belle manière pour expliquer. Mais je sens que Merci. Je sens que Rachid, au fond de lui, est aussi poète, en fait. Je suis sûre que c'est court, c'est de la poésie. Merci. Euh, et donc, j'ai encore une question. Est-ce que vous pensez on peut vivre rien que de la danse? Donc, c'est vrai que tu parles de... C'est important, je trouve, c'est vraiment top de parler de ce côté professionnalisant, mais j'imagine que qu'il n'y a pas de recette clé non plus pour vivre Bah, en fait, on peut que vivre de la danse, mais par exemple, moi, je voulais absolument être sur scène. C'est-à-dire que quand je dansais, je ne pensais pas du tout être prof de danse. Je voulais être sur scène, je voulais voilà, m'exprimer sur scène. Et du coup, le fait de cumuler des cachets intermittents pour, en faisant les différents spectacles, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas suffisant pour pouvoir en vivre. Et du coup, aussi à côté, on donne des cours. Et c'est génial parce qu'on contribue au développement de la danse. Donc les cours plus la scène. Et après, donc d'autres éléments qui gravitent autour du spectacle, et ben, je pense qu'on peut largement en vivre. Après, à moins de donner, comme j'ai fait à un moment donné, 30 heures de cours par semaine, quoi. Alors j'ai encore des questions. Donc Yuri s'exclame sur le record du monde de headspin. À mon avis, ça l'impressionne. Et il dit: dans quelle optique on travaille pour arriver à cela, surtout sur cette figure? Était-ce un objectif de longue date? Alors en fait, moi là-bas, je voulais juste être. Bah, il faut savoir que dans le break, c'est comme ça. En fait, on veut être le meilleur. C'est de la démagogie de dire que non, juste avoir un bon style, un bon level. Non, à l'époque, nous, on voulait être le meilleur et c'était comme ça qu'on pensait. Et il n'y avait pas encore, par exemple, les airflares, les vrilles et tout, il n'y avait pas ça du tout. C'était une des figures qui impressionnait le plus, c'était le headspin. Il y avait des couronnes et tout, mais le headspin, c'était un peu chaud. Et du coup, j'ai choisi cette figure. Et donc je l'ai fait ma spécialité. Donc c'est-à-dire que quand je suis passé chez la GAF en 97, le record du monde est arrivé 2 années après. C'était en 99 où on a vu un gars faire 28 tours et on savait qu'on faisait beaucoup plus. Du coup, je me suis montré opportuniste en postulant et du coup mon record c'était 50. Mais aujourd'hui, donc ils ont dépassé en trouvant un sol super glissant, une bonne combinaison avec le bonnet, le silicone, enfin peu importe. Du coup, ils ont dépassé les 150 tours. Mais par rapport au headspin, c'est-à-dire que là je parle uniquement de headspin, mais il faut choisir dans le break sa phase et il faut essayer de mettre la barre le plus haut possible. Mais il faut savoir qu'ils sont vraiment, vraiment très très chauds les mecs maintenant, ou même les filles, pardon, Oui, c'est vrai en ça. headspin quoi. En headspin ou dans la technique. C'est-à-dire par exemple, pour choisir une figure, la figure la plus aléatoire c'était le 19, le fait de tourner sur la main en équilibre. Mhm. Mon record c'était 6, je l'ai fait 3 fois dans ma vie. C'est-à-dire que je suis passé de 4 à 4,5 et 6. Et alors que le record maintenant, il y a un petit qui a fait 32. Voilà, et il a 9 ans, c'est B-Boy Malish. Il a fait 32 tours. Avant lui, c'était Chico. Par exemple, mon petit frère Steve, lui, ce qu'il faisait, c'était sauter sur un bras, attraper son pied, faire des clés. Du coup, il est parti très très loin là-dedans. Il a fait 50 clés. Il faut choisir, je pense, la figure dans laquelle on veut exceller. Et le break, c'est comme ça. Et surtout avec l'arrivée des Jeux Olympiques, ce sera de mettre la barre toujours le plus haut possible, quoi. Ok, donc on peut dire qu'il y a quand même un bel esprit de compétition dans le Ah milieu oui, du hip-hop. surtout dans le break. Surtout dans le break. En parlant de break, Excuse-moi de te couper, Alexis. En fait, pour ajouter, pour répondre à la question du jeune homme, c'est Yuri. un garçon, ouais. Oui, Yuri. Voilà, donc on s'entraînait à peu près 2 heures par jour, 2-3 heures, et je gardais 2 heures uniquement pour la figure, pour le headspin. C'est-à-dire que quand j'avais fini vers 21 heures mon entraînement, donc je rentrais, je mangeais, et après j'allais faire 2 heures de headspin, quoi.
Ouais, moi aussi, je fais ça tous les jours, matin, midi et soir. Alors, j'ai encore, enfin, si je peux, Alexis, j'ai Vas-y. encore, parce que bon, t'es pas tout seul, hein. Alors, question d'actualité. À cause du confinement, maintenant, les battles physiques sont momentanément stoppés. L'alternative sont les e-battles. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle forme? Bah, en fait, je trouve que l'être humain est super doué pour trouver des alternatives quand on est confiné, quand on peut plus danser, entre guillemets. Et si on peut faire que ça, à moins de faire des battles clandestins comme ils font dans certaines villes, moi je trouve que chaque fois que c'est une démarche positive, eh ben, c'est bien, quoi. Même si c'est triste, c'est vraiment triste d'en arriver là, quoi. C'est Ouais, comme ce concert que j'ai vu aux États-Unis sur Internet où les artistes étaient sur scène et puis le public était dans des sphères en plastique. L'idée, j'avais trouvé géniale parce que ça reflétait la gravité dans laquelle on est. Donc, Vas-y, je t'en prie. Merci. Mais tu as d'autres questions? Ah oui, Sur le live? j'ai encore quelques questions. Juste avant, on reviendra après sur les questions en live, mais ici on parle de battle, justement cette confrontation, ce duel, est-ce que c'est l'essence même de cette culture hip-hop? D'où ça vient? en fait, quand il y a eu, donc là c'est vraiment au début des années 70, quand il y a eu les premières danses comme le rock dance, le rocking, qu'on connaît sous le nom de up rock, en fait, ils faisaient ce qu'on appelle la line. Donc c'est assez violent, quoi, mais il n'y a plus vraiment de confrontation physique, il n'y a pas de bagarre, quoi. Et c'est plus un bisoutage pour rentrer dans un gang. Donc c'était ça à la base. Du coup, on est confronté, on est face à face, et puis on dansait comme ça, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des jerks, le cutting, le shooting, le punching. C'était des trucs assez violents. Et du coup, on a gardé cet aspect battle de confrontation. Et c'est comme ça en fait que les battles sont développés, enfin, les défis. C'est pour ça qu'on dit un battle par rapport à un défi. Et voilà, après, donc maintenant, ça a vachement évolué, mais à la base, ça vient de là, quoi. J'ai encore une question d'un spectateur. Comment vois-tu l'évolution du hip-hop et de la danse contemporaine? Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre qui peut faire un mélange, une fusion des deux styles qui pourrait avoir lieu ou qui a peut-être déjà lieu? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, nous, le pop, c'était le pop. Le lock, c'était le lock. Le break, c'était le break. Il y avait ce qu'on appelait de la hype, en fait, le hip-hop freestyle, quoi. Et la house. Chaque style avait sa danse, chaque danse avait sa musique. Et en fait, grâce au hip-hop freestyle, la danse de non-règles, ça commence à évoluer. Et puis, il y a des danseurs qui ont commencé à transgresser les règles, danseurs français comme Yaman, par exemple, où en fait, ils se nourrissaient de tous les styles. De plus en plus de danseurs ont fait ça aussi, sans pour autant se copier les uns les autres. C'était juste comme une synergie, une démarche. À un moment donné, on a marre d'être cloîtré dans des cases. Et d'ailleurs, Béjart, dans Lettre à un danseur, écrivait que en fait, il n'y a qu'une seule danse en réalité, c'est la danse du corps, parce on a deux bras, deux jambes comme tout le monde. Et en fait, pourquoi on nous met dans des cases par rapport à un style? C'est juste une attitude en réalité. Voilà, donc après la question, je sais pas, j'ai divagué là. C'était quoi la question? Non mais c'est très bien, c'est bon une très belle conclusion. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de notre entretien, de notre Déjà discussion. Oui, ça fait déjà à peu près 40 minutes qu'on papote. Donc Ok. voilà Alexis, quelle est la suite du programme? Bon, Rachid, je sais que c'était pas prévu. Ici, donc, tu es venu avec Jérém et Seb. Ouais. Seb, d'ailleurs, qui compose pour l'instant. On avait écouté juste avant d'être en live quelques musiques. Ouais. Est-ce que tu penses, on a parlé du battle, qu'on pourrait, je sais pas s'ils sont échauffés, mais avoir un petit illustrer, aperçu d'un justement un battle? battle avec B-Boy Seb et Jérémy du groupe AZS. Voilà, donc je pense qu'ils vont faire quoi, 2-3 passages chacun, et comme ça le Ok. public pourra voir Super. quoi Comme ça, correspond à un battle. les spectateurs pourront aussi voir ce qu'est vraiment un battle. Exactement. On attend ça tous avec impatience. Est-ce qu'on peut avoir de la musique? C'est parti.
Bravo les gars, merci Oh, les pour gars, cette Merci démo beaucoup. Merci. improvisée. Merci beaucoup. Bon Rachid, merci beaucoup d'être venu, merci d'être avec nous, d'être venu jusqu'à la Louvière. Alors moi je ne résiste pas à demander une petite démonstration de claquettes. On peut? Ou t'es vraiment Bon, pas en fait, équipé? j'ai pas mes fers et du coup, au Pas, niveau pas du de son. claquettes le dimanche en fait, c'est ça? Voilà, c'est surtout que ça, musicalement, ça va pas trop. Ok, c'est pas grave, ce sera l'occasion pour nous de te réinviter Ouais. sur le plateau de Centrale que pour des Mais claquettes. merci en tout cas beaucoup pour l'invitation, quoi. Et je reviendrai avec plaisir. C'est un plaisir. Un petit mot de la fin Merci, Rachid. peut-être? Surtout pour tous les danseurs, que ce soit débutants ou confirmés, qui rêvent de devenir professionnels ou autres. En fait, j'aime conseiller à aller voir au maximum d'autres danseurs, d'autres professeurs, de bouger, surtout quand vous entendez qu'il y a des pionniers qui viennent en Europe, qui viennent en France, qui viennent en Belgique donner un workshop. Et en fait, il faut les prendre parce que ces personnes-là sont en train de disparaître. Donc, dans le livre, j'ai eu la chance d'avoir Don Campbell, d'avoir Shabadou, et qui nous ont quittés justement. Donc, il faut absolument se nourrir d'un maximum de professeurs de danse différents, des danseurs et surtout les pionniers, poser leur plein de questions. Voilà, et surtout aussi, j'ai un message pour les pionniers belges, parce que je sais qu'il y avait énormément de danseurs. Moi, j'ai connu que les Dynamics, c'était les potes donc, de l'époque, mais il y avait des danseurs aussi encore avant eux. D'écrire l'histoire aussi de la danse en Belgique, parce qu'ils étaient très très bons, quoi. D'ailleurs, Dadike, il était vraiment, c'était un monstre, quoi. Voilà. Messieurs, à vos plumes. Merci à tous d'être avec nous. On se retrouve, nous, dimanche prochain pour une nouvelle livraison à domicile. Tout le programme complet des livraisons à domicile sont sur www.ccentral.be. Merci beaucoup et à très vite. Merci.